constituer un véritable bouleversement, en ce sens que il y a ce renversement de la charge de la preuve aujourd'hui qui profite finalement aux plaignants. Et pourquoi en parler? C'est parce que le travail du CPT finalement va être très utile à la Cour. La Cour va considérer en effet que l'État, dans ses explications, il va devoir aussi s'expliquer par rapport aux constats qui sont faits par le CPT dans son régime pénitentiaire. L'État habituellement a été visité par le CPT et la Cour, dès le moment où les rapports du CPT sont publiés, va s'appuyer sur ces rapports en considérant, mais écoutez, voilà, nous savons que la situation est celle-là, puisqu'elle est décrite par le CPT sous cette forme-là, et nous n'avons pas de raison de douter de la pertinence de ces éléments-là. Et donc, ceci a conduit le CPT, qui au départ était en fait un organe non judiciaire, mais à être évidemment de plus en plus prudent dans sa façon de s'exprimer, puisque, en effet, de plus en plus, dans toutes les décisions en matière de détention, toutes les décisions respect de l'article 3, vous allez avoir des références faites au rapport du CPT, ce qui va finalement aussi influencer aussi pour partie le travail du CPT, et ceci sous un angle qui, à mon avis, est assez intéressant, c'est que le CPT n'a pas de définition de mauvais traitement et de torture. Nous avons, en effet, préféré toujours ne pas en avoir. Pourquoi? C'est parce qu'on préfère être libre de toute hiérarchie, de toute norme sur ce plan-là. Nous considérons en effet qu'il vaut mieux une dynamique d'investigation, il vaut mieux une dynamique aussi précise que possible dans le travail de recherche et d'établissement de faits et de vérification de faits, plutôt que des définitions. Et donc, ceci pour vous dire que le travail du CPT et celui de la Cour, en la matière, finalement, il y a une dynamique qui est assez intéressante, mais qui, en ce qui concerne le travail du CPT, le côté du CPT, c'est vrai, doit nous rendre attentifs au fait que ce que nous écrivons peut finalement conduire et fonder, la plupart du temps, éventuellement, des condamnations prononcées par la Cour qui va s'appuyer sur ce qui a été écrit par le comité. Donc cette dynamique-là, qui est à mon avis tout à fait exceptionnelle, rend évidemment le travail du CPT et de la Cour tout à fait complémentaire. Je peux même parfois dire, oui, il y a parfois une synergie, parce que, et je pense notamment sur un problème particulier que vous connaissez, certains d'entre vous ont peut-être déjà examiné, c'est ce qu'on a appelé la jurisprudence Saldou, c'est les renversements, les bouleversements de jurisprudence qu'a connu l'Europe avec la jurisprudence Saldou. Saldou, c'est le nom d'un dossier, venant de la Turquie, où il était question de l'assistance de l'avocat. Et la Cour a considéré, en novembre 2008, qu'en effet, l'avocat devait pouvoir être présent dès la première audition. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, pour dire cela, dans le respect de l'article 6 de la Convention européenne, en fait, la Cour s'est appuyée sur le travail du CPT, alors que le travail du CPT est un travail sur base de l'article 3, où nous disions, garantie pour les mauvais traitements, il faut qu'un avocat puisse être présent dès la privation de liberté. Et donc d'une garantie au niveau de l'article 3 présenté par le CPT, on est passé à une garantie au niveau du respect de l'article 6 par la Cour. Et donc là, il y a eu cette transformation, en quelque sorte, qui s'est faite à travers la jurisprudence de la Cour, mais qui s'est à cet égard-là aussi basée sur le travail du CPT. Mais c'est vous dire cette complémentarité qui peut à certains moments entraîner ce mouvement de synergie. Et ce qui, à mon sens, contribue à ce que j'appellerais, une ascension finalement du droit commun européen de la détention. Je voudrais terminer par cet aspect-là des choses. Je pense en effet que, comme avocat pénaliste que je suis, je reviens donc à mes premiers mots à ce sujet-là, de plus en plus,
parmi les pénalistes, ceux qui se tachent notamment au respect du droit pénitentiaire, on est de plus en plus nombreux à s'inspirer de ce qui se fait sur le plan international et ce qui se fait au niveau de la Cour européenne. Finalement, il y a un mouvement à cet égard qui est assez intéressant, puisque la Cour, finalement, la Cour européenne, dans sa jurisprudence, dans son évolution de la jurisprudence, notamment à travers l'article 3 que j'ai rappelé il y a quelques instants, elle a construit au fil du temps un véritable droit commun européen de la détention, et qui, au niveau du contrôle, évidemment, notamment du respect de l'article 3, est tout à fait essentiel, puisque vous avez de plus en plus dans la jurisprudence de la Cour en la matière sous deux aspects. Vous avez la Cour qui peut amener finalement à commander à l'administration pénitentiaire de s'abstenir de telle ou telle attitude, mais aussi elle peut obliger l'administration à adopter telle ou telle attitude par rapport à la détention. Je pense notamment à tout ce qu'elle a dit à propos des fouilles, à ce qu'elle a dit à propos des transferts réguliers qui peuvent être tout à fait nuisibles aux détenus. Je pense notamment à ce qui a été dit à propos de l'isolement, autant de situations de détention où la Cour est intervenue et finalement elle a développé un certain nombre de normes qui s'apparentent à l'émergence d'un droit commun européen de la détention. Mais voilà, j'ai sans doute déjà un peu trop parlé. Je reste à votre disposition pour répondre à des questions, pour éventuellement poursuivre mon propos. Mais je ne vous cacherai pas que maintenant que je voudrais terminer par là où on nous critique beaucoup au niveau de l'Europe, l'Europe qui n'est pas un modèle, etc. Moi, je ne vous cacherai pas qu'au niveau de la détention, au niveau de la privation de liberté, au niveau du travail qui est fait par la Cour, et je risque peut-être de me répéter un peu, on a vraiment là fait des avancées qui sont tout à fait considérables. Et je crois qu'on peut être fier de ce que sont les organes du Conseil de l'Europe. On a tendance parfois à oublier que le Conseil de l'Europe, ce n'est pas tout à fait l'Union européenne, mais c'est quand même la même idée. C'est quand même aussi la même marque de fabrique d'une façon ou d'une autre. Et je crois, en tout cas, l'expérience que moi j'ai dans des pays parfois lointains où on avait un peu difficile à expliquer, écoutez, on est un comité, un organe du Conseil de l'Europe, mais non, mais on devrait finalement abréger évidemment là-dessus, mais pour beaucoup, l'Europe c'est quand même aussi le respect, c'est peut-être aussi des garanties de droit, c'est des garanties de protection, et je crois que sur ce plan-là, n'en déplaise à certains grincheux, je crois que l'Europe a apporté des choses. Et je crois qu'elle continue à apporter des choses. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai et c'est l'expérience que j'aime communiquer. Merci.